Alors, on va faire le grand écart maintenant. C'était un peu le jeu de cet atelier. C'est qu'on va passer au problème donc, de la question par rapport aux données, complètement le rapport au locuteur, plutôt d'avoir des sollicitations d'observation. On va passer sur les problèmes d'intuition et de gros débats qui est quand même encore à l'ordre du jour. Donc, c'est le programme Chomsky, évidemment, et peut-être pas forcément toujours, enfin il y a encore vivant, peut-être qu'il n'est pas en très grande forme, mais enfin disons il est encore vivant, et le débat est encore là, sur les problèmes de grammaticalité, acceptabilité, qui ont quand même dominé, là, je vais y arriver, pardon, qui ont quand même dominé tout un certain nombre de débats en linguistique depuis les années 50. Donc moi je commence sur la façon dont la notion de grammaticalité toute seule d'ailleurs, parce qu'elle est sans acceptabilité, sans performance et sans compétence sur Chomsky au départ. Et ce qui m'intéressait, outre les textes des années Chomsky lui-même, de 57, évidemment Structure Scientifique, c'est le fait qu'il y a eu deux débats en 55 et 58, où Chomsky qui ont été publiés, qui sont des débats avec les Bloomfieldiens, donc des gens qui ont fait, qui sont quand même des scriptivistes, qui ont fait la musique de terrain, puisque ce sont quand même des anthropologistes, et comment cette notion de grammaticalité, d'abord au moment de sa thèse, en 55, comment elle pose problème. Alors, je vais juste, évidemment, vous rappeler ce que est la notion de grammaticalité telle qu'elle se pose dans le 57. Pour certains, c'est évidemment peut-être tout évident, mais il y a juste quelque chose que je voudrais pointer. Hein, c'est ce qu'il dit, évidemment, c'est Chomsky définit une langue ou un langage, c'est ici la même chose, puisqu'il va dire à un moment donné que un ensemble de phrases à scène formelle mathématique est aussi un langage, donc on n'est pas dans les langues naturelles nécessairement, tout ça c'est la même chose, est un ensemble fini ou infini de phrases, chacune finie en longueur est composée d'un ensemble fini d'éléments. L'objectif de l'analyse linguistique d'un langage, elle, est de séparer les phrases grammaticales appartenant à elle, les phrases agrammaticales qui ne sont pas les phrases de elle, et d'étudier la structure des phrases grammaticales. La grammaire de L est donc un dispositif, un device, qui génère toutes les phrases grammaticales de L et aucune phrase agrammaticale. Et il finit par une chose qui va nous intéresser particulièrement, c'est qu'une façon de tester l'adéquation d'une grammaire proposée pour L, c'est de déterminer si oui ou non les phrases qu'elle génère sont effectivement grammaticales, c'est-à-dire acceptables pour un locuteur natif. Alors il faut noter ici que c'est la première partie de la définition est totalement déjà, on trouve déjà tout à fait dans un texte que cite Chomsky en 57, qui cite dans sa thèse, hein, c'est d'un narissien qui s'appelle Harris, qui a construit une syntaxe axiomatique, on va partir dans RIS, et je vous donne les grands points, vous avez ce texte dans les documents, qui donne tout à fait des points sur, qui ressemble tout à fait à une grammaire générative, déjà, en fait c'est une grammaire générative. Il définit un système axiomatique S qui opère sur une suite de mots W1, une partition pour les suites possibles qui sont dérivées à partir de L, c'est celles qui ne le sont pas, hein, soit un ensemble capé et un ensemble non capé. Il donne comme exemple John discovered the path est possible, il appartient à capé, et Verboten path n'est pas possible, il appartient à non capé. Non capé le reste de capé pour l'ensemble des suites générées. Vous avez là un moteur génératif complètement déjà fait, hein, en 58 par ce parisien, ce qui n'est pas du tout une surprise. Ce qu'introduit donc Chomsky dans sa définition 57, c'est l'idée d'intuition du sujet, du locuteur natif comme mode d'adéquation. Hein, c'était la dernière phrase. Donc ça, c'est un changement considérable, et c'est d'ailleurs ce qui va poser problème dans toute cette définition de la grammaticalité. Alors, dans le texte de 57 et aussi dans les débats, il va y avoir des critères négatifs, hein, c'est-à-dire ce que j'appelle critères négatifs, c'est-à-dire
ce que n'est pas la grammaticalité, le corpus, le sens, l'intuition, l'attestation, la probabilité d'occurrence et le contexte, tout ça ne définit pas la grammaticalité, et des critères positifs qui vont définir la grammaticalité sont l'intonation et la mémoire. Évidemment, on va repartir sur l'intuition sujet parlant, qui est le problème principal. Je rappelle ici que Valéria travaille aussi sur ce domaine, sur la notion de locuteur natif. Je ne sais pas s'il y a des choses qui vous disent encore, mais qui sont en cours, en tous les cas. Donc, on prend aussi ces sujets-là un peu de façon différente. Alors, le critère 1, qui est un critère négatif. Les phrases négatives grammaticales ne peuvent pas être identifiées à l'aide d'un corpus d'énoncés obtenu par le linguiste sur le terrain. Le langage est un ensemble fini, infini d'énoncés. Et donc, contrairement aux disons, les blocs filiens, c'est un ensemble fini, lui, c'est un ensemble infini. Donc déjà, ça, il y a une contradiction. Mais ce que dit Chomsky, c'est que la grammaire projette le corpus. Alors, c'est un peu compliqué, mais je renvoie à un article dans le document ici. Mais c'est l'ensemble fini des phrases grammaticales sont projetées par induction par la grammaire à partir de l'entrée constituée par le corpus de données observées. Et vous allez voir comment ça se construit, ça. Il y a un problème, c'est que en 58, le débat avec les bouts filières qui apparaît le problème, c'est que le corpus apparaît deux fois dans la machinerie. Elle apparaît en entrée, c'est-à-dire qu'il s'agit du corpus naturel des données observées qui sont fournies par un informateur sujet parlant. Et c'est le cas pour les langues non décrites, les langues justement auxquelles on a fait le filien. Donc il y a un corpus naturel de données observées, et en sortie, ce sont les phrases générées par la grammaire. Mais dit-il, les phrases, ça c'est aussi un corpus de phrases générées. Mais dit-il, les phrases générées par la grammaire peuvent être bien formées ou mal formées, et c'est de nouveau le sujet parlant l'informateur qui va valider la grammaire. Alors, problème, circularité, puisqu'on va valider les données à l'entrée par le locuteur natif qui va donner le locuteur natif va donner les données de départ et va aussi valider ce qui va se faire dans la grammaire. Donc c'est ce que dénonce d'ailleurs dans ce débat, je ne vais pas lire, mais enfin c'est ça que dénonce Stockwell, un boufilien, descriptiviste. Vous avez le corpus et le locuteur natif, surtout aux deux bouts, qui valident. Donc problème. Deuxième critère, la notion de grammaticalité ne peut pas, selon Chomsky, reposer sur le sens. Et c'est là qu'on a la fameuse opposition, les fameuses phrases extrêmement connues, le colorless green eyed furiously, donc qui est l'une est grammaticale, l'autre non. Toutes les deux sont nonsensicales, elles n'ont pas de sens, mais seule une est grammaticale. On verra que quel problème ça pose après. Objection de Hill, qui le reprend à sa pire. Si on présente une suite de mots écrits à un locuteur natif, il essaiera toujours de lui donner un sens. Donc que ce soit un ou deux, un locuteur natif présent avec une suite écrite, dit-il, essaiera de donner un sens. Et donc, une partie, disons, effectivement, ça adresse qu'une seule partie du propos de Chomsky, c'est celui qui a un sens et l'autre pas. Mais voilà l'argument. Ensuite, le problème, c'est le sens ou l'intuition. Alors là, je lis Chomsky, c'est qu'il refuse au départ le recours à l'intuition, qui est un recours au sens, au fond, qui distingue des études du sens. Alors, je vous lis le début, c'est très long, mais c'est ce que j'ai mis à mon bras. The major goal of methodological work in linguistics is to enable us to avoid intuition about linguistics form, replacing it by some explicit and systematic account. Je vais un peu plus loin. It's important to distinguish sharply between the appeal to meaning and the study of meaning. I have argued that the appeal to meaning is actually an appeal to intuition, and hence it is to be avoided in linguistic analysis. Donc, problème. À ce moment-là, il refuse, c'est assez compliqué, parce qu'il refuse l'intuition, en disant que c'est une intuition au sens. En même temps, on ne peut pas y échapper. Il faut essayer d'éviter, mais on ne peut pas y échapper. Il distingue, il ne faut pas faire des études de sens. Enfin, il faut, je dis l'important, c'est important. Le studying meaning is an essential task of linguistics, mais c'est pas un problème. Qu'est-ce que c'est que ce recours à l'intuition, qui est aussi un recours au sens, qu'il faut éviter à tout prix? Alors, toujours dans le même, en 58,
if we should take meaning really seriously as a criterion, our analysis would be wildly complex. Donc, ne pas prendre le sens dans son analyse. I think that what we really do at the beginning of analysis, before linguistic concepts are clarified, is use our intuition, and we might as well say so. Later on, our task is to replace intuition by some more rigorous criteria. Donc apparemment, l'intuition, c'est presque inévitable, mais il faut absolument trouver quelque chose de plus rigoureux. On verra plus loin qu'il suggère éventuellement des tests, des tests expérimentaux. C'est là que on n'est pas du tout dans un problème de grammaticalité abstraite. On est aussi dans il faut tester l'intuition. Vous verrez, ça viendra après. Donc en fait, voilà, l'intuition, on ne peut pas y échapper, mais on ne sait pas, on ne peut pas faire autrement, mais il faut trouver autre chose. Alors, autre critère, avant de revenir à cette question-là, la notion de grammaticalité ne peut reposer sur l'attesté ou la probabilité d'occurrence. C'est ce que... Alors, c'était un argument que posait des Bluefildiens, du fait qu'il y a des phrases toutes les phrases, alors ce qu'elle a pour lui, c'est il y a plusieurs choses qu'on ne peut jamais dire, qu'on ne dit jamais, mais qui sont parfaitement des bonnes phrases. Donc c'est le problème des corpus. Les corpus ne sont pas, on trouve des phrases dans les corpus qui peuvent être ou pas être attestées, enfin qui peuvent pas être attestées, qui ne peuvent être pas grammaticales, et par contre, il y a des phrases qu'on ne trouvera jamais dans les corpus. Ça, c'est son argument à l'envers. Il dit birds, eat sont des phrases qui sont clairement une phrase, mais qu'il y a très peu de probabilité qu'on les trouve. De même, I think John ate a sandwich is a highly unusual sentence that I would be unlikely to say in a lifetime. These sentences have zero probability. If we take a sentence like John ate a sandwich, I would bet that we would not find it in all the sentences recorded in the Library of Congress. Donc, si on prend l'énorme corpus que serait la bibliothèque du Congrès, on ne trouverait pas certaines phrases. C'est l'argument anti-corpus. C'est à l'inverse de dire tout ce qui est attesté, c'est le problème de l'attesté, de la probabilité d'occurrence. Voilà, c'est un argument sur les corpus. Nous avons le contexte. Donc, est-ce que, pour définir une phrase comme non grammaticale, il faut supposer qu'il n'existe aucun contexte d'apparition? C'est ce que lui dit la Hatcher, et que, donc, pour l'appeler non grammaticale, il n'y a aucun contexte. Et lui disent, il n'y a aucun contexte, répond Chomsky, pour la phrase « Today followed yesterday », mais c'est une bonne phrase de l'anglais. De nouveau, on est dans le nonsensical, on répond ces questions-là. Alors, maintenant, des critères positifs quand même. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a l'intonation, tout à fait curieux, et qui reprendra, Nick me l'avait dit, c'est courant chez les Chomsky de prendre l'intonation comme un critère de grammaticalité. Par exemple, Parallels, Green, Ideal, Seed, Fallacy se prononce avec le schéma 2-3 et puis la juncture, le dièse, alors que le locuteur va lire de façon hachée, là, avec chaque fois en accentuant chaque mot. Donc c'est un critère important, l'intonation. Il faut dire que Chomsky a écrit à ce moment-là avec Haller des choses sur les junctions, qui sont des choses d'intonation et de prosodie et de Bluefildiens. Enfin, je veux dire, il est quand même dans ce contexte-là aussi, mais apparemment ça va se poursuivre. Alors il dit qu'une façon expérimentale de savoir si on va prendre la décision d'inclure dans la grammaticale ou non, c'est en expérimentant sur l'intonation. Voilà, donc l'expérimentation qui apparaît là aussi comme possibilité, qui ne poursuivra jamais, mais je veux dire que c'est une potentialité, c'est là, c'est quelque part là, dans la possibilité, c'est d'expérimenter les choses. Alors, autre critère sur lequel il va aller très vite, mais c'est la rémunération, c'est-à-dire qu'un locuteur apprendra plus facilement un que deux, et l'apprendra plus facilement. Enfin, un autre critère, qui est aussi un dispositif expérimental, l'élicitation. C'est-à-dire qu'il va demander au locuteur, quand I saw a frightened child, et il lui offre le choix entre quail et off, le locuteur va choisir, même s'il n'a jamais entendu cette phrase, va choisir quail et non off. Donc, élicitation.
c'est l'élicitation, je dirais. Voilà, expérimental. Donc voilà un petit peu. Alors, un autre problème qui se pose, c'est qu'il accepte un degré de grammaticalité. C'est-à-dire, en exposant les 4 phrases qu'il y a dans ce principe, il dit 2, alors 1 est grammatical, on a vu, 2 est un degré de grammaticalité plus faible que 3, et 4 plus faible que 3. Donc, on a des degrés, mais avec ça lui pose problème quand même, parce que là, à mon avis, on est plutôt dans l'acceptabilité, je dirais, soit pour ça d'une phrase, et du coup, some overturn by ungrammatical may be better for this kind of thing, which is interpreted to be avoided. Vous voyez comment il est quand même gêné avec ce genre de choses. Mais bon, on n'a que la grammaticalité pour l'instant. Alors, on reprend cette question des locuteurs natifs qui est quand même assez centrale. Une des... la distinction entre grammatical et non grammatical est une distinction que font les locuteurs, sinon, dit-il, tout de suite serait une phrase et le linguiste ne servira à rien, ce qui est un élément un peu curieux, mais c'est ce qu'il dit à la fin. Donc apparemment, c'est absolument nécessaire dans sa grammaire d'avoir cette distinction. Alors, le problème que ça pose aux Fidiens, c'est que Chomsky dit clairement que les intuitions de locuteur natif sont les données empiriques du linguiste, qui doit expliquer, avant de voir le problème. Il dit explicitement, là dans ce débat, intuition is just what I think I am describing, the empirical data that I want to explain are the native speaker's intuitions. I am interested in explaining intuition. If you cannot accept this as a purpose of linguistic study, I am lost. I would like to get a theory which will predict intuitions. Alors c'est très marrant parce que tout ça se passe dans le même débat, enfin la même journée d'études, où à un autre moment du débat, il dit qu'il ne peut pas éviter les intuitions, mais c'est vraiment très regrettable. Et là, tout d'un coup, dans le même débat, on se retrouve avec Chomsky, 158, page 158, c'est vraiment à la fin. C'est après son exposé où il dit ce sont des données empiriques. Disons, c'est assez étonnant parce qu'on voit quand même une pensée évoluer, comment il arrive à ça, après avoir dit qu'il faut se modifier dans le temps d'intuition. Vous avez pu voir. Bon, vous voyez, c'est intéressant quand même de voir ça construit comme ça. Bon, alors, problème quand même de l'intuition. Il y a des objections que font les Bloomfieldiens. C'est-à-dire, première objection, c'est la variation d'intuition d'un sujet parlant n'est pas un problème, quand on lui dit quand monsieur dit moi, entre deux personnes qui assistent à ce débat, ils disent moi et un autre il n'est pas d'accord, est-ce que vous diriez que l'un ou l'autre est agrammatical? Il dit non, dans ce cas-là, ce sont des grammaires différentes, vous parlez des dialectes différents. Là aussi, Nick m'a dit que c'est un argument que reprennent les Chomskiens depuis toujours, qu'on peut avoir plusieurs grammaires avec des dialectes différents. Ce qui est assez surprenant. Enfin, peut-être que tu nous diras quelque chose. C'est la notion de dialecte. Dialecte, oui, mais c'est curieux, quoi. Comme abstraction, c'est pas le sujet, c'est pas des locuteurs abstraits. Donc, vous voyez, c'est des sujets parlants, bien en chair et en os, comme vous avez. C'est pas des locuteurs abstraits, il peut y avoir des idiolectes. Bon. Et là aussi, bon, je vous passe le débat, vous pouvez le lire, mais l'idée c'est que des tests pourront éventuellement éclairer cette affaire du fait que dans certains cas, certains locuteurs natifs vont dire telle forme et d'autres telle autre. Toujours recours à l'expérimentation qui en dernier qui est derrière. Alors, autre objection, c'est, alors là c'est assez intéressant, je vais vous lire c'est un peu long, je vais tout vous lire parce qu'effectivement c'est assez vraiment intéressant et là je crois que Chomsky est assez en difficulté. Alors, the trouble with using a corpus is that some authors do not write the English language. Veblen, for example, speaks of performing leisure and the verb perform cannot take such as an object. Bon, I admit it sounds unusual, but I bet that if you studied the verb perform, you would find other expressions not too far from this. Though it has broken the law, the verb perform cannot be used with masked word objects
One can perform the task, but one cannot perform labor. How do you know if you don't use a corpus and have not studied the verb perform? How do I know? Because I am a native speaker of the English language. Can I bring up a small point? Mr. Chomsky objected to the sentence people perform leisure, because leisure is a mass word. Would you object if the mass word were magic? I think I would have to say that my generation was Alors, c'est pas intéressant, mais c'est pas intéressant parce qu'il pose un problème de normes. Hein. C'est-à-dire que là, il y a un problème de normes, c'est-à-dire on a des règles de grammaire, et bon, Chomsky prétend la connaître, apparemment il ne la connaît pas, donc c'est d'autant plus évidemment problématique, mais, et que dans un corpus, on peut trouver, donc l'attesté n'est pas d'attesté, enfin ne prouve rien dans l'article, puisque quelqu'un peut dans un corpus dire des choses qui transgressent des règles, hein, donc ça c'est contre les corpus. Deuxièmement, donc, il pose qu'il y a des règles et des normes, et que ces normes, le locuteur natif peut d'ailleurs ne faire des mauvaises généralisations, le locuteur natif ne peut pas faire de généralisation, enfin, c'est pas ça, et que le linguiste, comme locuteur natif, peut aussi ne pas faire de généralisation. Enfin, ça fait quand même beaucoup de problèmes. Enfin, je trouve que ça pose énormément de problèmes. Il y a la notion de norme, parce que sinon on a parlé hier, je trouve que c'est très intéressant parce que pour certains chomskiens ou anti-chomskiens ou moyennement chomskiens, la grammaire générative est une grammaire normative. Donc là, bon, je ne sais pas s'il va poursuivre, évidemment. Là, on est évidemment toujours dans les problèmes de mélange d'acceptabilité et grammaticalité, vous voyez, alors qu'on ne parle que de grammaticalité. Alors, donc, les dernières objections sont les problèmes entre intuition et usage, entre usage prescrit et perçu, hein, c'est-à-dire que là, je vous résume le débat, c'est-à-dire que Slade dit si moi je me contredis moi-même, je dis à un moment donné que une phrase que j'ai prononcée est bonne, et puis le lendemain je vais dire que c'est pas bien, qu'est-ce qui se passe, et même si je m'enregistre et je vois que j'ai dit ça avant, qu'est-ce qui se passe? Et pour Chomsky évidemment est très embarrassé et il termine par un new corpus would be irrelevant, I merely do not wish to confine myself to the forms. Donc voilà, il est un peu dans ses retranchements. C'est peut-être pas très significatif, mais pour vous dire à quel point c'est pas facile cette notion-là. Voilà, c'est pas évident. Moi je trouve que c'est très intéressant pour ça. C'est que on voit comment ça se construit ou ça déconstruit. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore? Voilà. Donc, dans ce débat de 48, Chomsky finit le débat pour ça, hein, par définir les données en linguistique, en disant que ces données, par rapport aux autres données de l'astronomie ou de la science, les données de la linguistique sont l'intuition de la différence du sujet par non. The data for linguistics is the way the native speaker handles his language and what he knows about it, that is, what he knows about which sentences are different and which the same. Donc là, on a trouvé du nouveau, ça c'est la notion de sémantique, de différence de sens qui est chère ici. Parce que là, voilà comment le grammatical a un peu disparu, hein. C'est ce qui est semblable et ce qui est différent, et c'est au niveau du sens grammatical. On a du sens, et ça c'est une définition artificielle. Enfin bon. Alors j'arrive à la conclusion, hein, qui va prendre peu de temps. Alors donc on voit que cette notion de grammaticalité est en cours d'élaboration, ainsi que celle d'intuition de locuteur natif. Alors les notions complémentaires, hein, d'acceptabilité, locuteur idéal, compétence performance seront mises en place avec Asper, enfin disons 64-65. Or, il y a des arguments qui sont donnés par Chomsky qui sont de l'ordre de l'acceptabilité, comme la gradience, par exemple, l'expérimentation, la performance, je dirais, de l'intonation, de la mémoration. Il y a une confusion entre compétence et performance. Enfin, nous, on peut dire cette confusion, hein, puisque effectivement, elle est après coup, mais enfin, comme lui, il va éclairer ça comme ça, qui sont du côté de l'usage des variations, et le problème des différences entre grammaticalité et norme. Voilà, je vais vous arrêter là. Bon, je pense que si vous avez des questions, on va déjeuner tout de suite. On reprendra la question comment elle se pose actuellement. Donc, Olivier l'après-midi.
Juste pour éclairer tout un peu les choses, il faut voir que c'est des écrits de 55 à 58 et que ça intervient alors qu'il y a à peu près une dizaine d'années simplement que les gens travaillent sur les grammaires formelles qui sont ce qui est utilisé par tous les ordinateurs, par tous les compilateurs. Et donc la question, une grammaire formelle ne produit qu'une seule chose, enfin elle produit des phrases. Et du coup, il n'y a que la notion de grammaticalité. C'est normal que du coup, il n'y a pas d'acceptabilité. Le problème de Chomsky, et là où ça flotte, c'est quel est le rapport entre ces objets formels qui ne sont pas liés à la langue naturelle, mais quel est le rapport entre ces objets formels et la langue naturelle. Et du coup, c'est là où on voit que la grammaticalité n'occupe pas tout le terrain. Et c'est vrai qu'à l'époque, il y a un seul truc qui ressort d'une grammaire formelle, c'est la grammaticalité. Une séquence grammaticale ou pas grammaticale. Et du coup, c'est tous les cas avec la langue naturelle, où justement après, il y a... Et sur la circularité, on peut discuter, parce qu'en fait, il y a aussi, quand on met au point une grammaire, quand on écrit une grammaire, on part de phrases, soit de son intuition, soit d'un corpus, et la grammaire va décrire l'ensemble des phrases qui va régénérer un langage. Donc du coup, c'est assez normal qu'il y ait circularité, c'est-à-dire qu'on pour écrire une grammaire, même un linguiste qui n'est pas formaliste au sens chomskien du terme, va partir de données pour formaliser ces données. La formalisation doit pouvoir reproduire les données. Donc c'est un peu normal qu'il y ait en point d'entrée et en point de sortie le texte. Je ne sais pas si on peut dire que c'est circulaire en un sens, mais c'est aussi naturel, c'est la tâche qui est essentielle. Oui, ça tu ramènes vraiment à une machine formelle, effectivement. Ce qui est le cas d'ailleurs dans le début de la Constitution 66, comme je l'ai montré, c'est de l'harmonie, ça vient de ce qui n'est pas axiomatique, c'est vraiment ce que faisait Harris aussi. Et qu'effectivement, on fait dominer un langage formel à chaque génération, ça crée des phrases qui passent formelles. Donc, je suis d'accord. Mais effectivement, lui, il introduit des anachroniques quand même, des notions. C'est ça, le gros problème, c'est qu'il introduit des sujets parlants, l'intuition du sujet parlant comme donnée en fait, qui dit clairement on sort complètement de la machine formelle. C'est là que ça se braille un peu. Parce que jusqu'en 55, il travaille sur Berger et d'autres sur des grammaires formelles qui sont purement mathématiques. Et ça se fait en place de 55 à 65, il y a vraiment l'appareillage linguistique qui se met en place, qui modifie beaucoup les Tant que nous parlons de la langue du corpus, je voudrais corriger une malentendu historique, mais très très répandu. On dit toujours aujourd'hui que les précurseurs de Chomsky étaient tout à fait satisfaits de décrire un corpus fermé ou fini et n'avaient aucune idée de la nature ouverte de la langue. Rien pourrait être plus fort. Il se trouve que une des citations cruciales se trouve dans ma contribution à ce volume de documentation. C'est très court, je vous le lis à haute voix. This is Zelig Harris, Chomsky, the educateur, the Chomsky teacher. When a linguist offers his results as a system representing the language as a whole, he is predicting that the elements set up for his corpus will satisfy all other bits of talking in that language. So there's a clear difference, il y a une différence très nette entre le corpus fermé et la langue ouverte. J'ai souvent, pendant 40 ans, j'ai lu ces citations aux audiences généralistes et personne ne m'a jamais contredit. Une fois à Los Angeles, je l'ai dit et j'ai continué. Maintenant, personne, c'était 92, personne, après ce que vous avez entendu ici, personne ne peut continuer à dire que Chomsky a fait cette innovation, cette découverte. Je vois que vous mentionnez Charles Hockett à cet égard dans un de vos articles, mais j'insiste que au nom de la vérité historique, Zelig Harris a précédé Hockett. Bon, merci, je vais vérifier, oui, je ne sais plus.
plus. C'est très bien que vous l'avez écrit là-dessus. D'accord, merci. Merci pour les citations. Mais effectivement, l'idée du corpus fini chez les Bloomfieldiens, je pense que ça arrange Chomsky de dire ça, il le dit. Maintenant, effectivement, ils avaient quand même la notion de texte, de corpus de texte, qui pouvait s'augmenter, puisqu'ils avaient une prestomastie au départ de textes de langue amérindienne transcrites et que ça n'était pas fini en tant que tel. C'est Chomsky qui dit ça. Oui, non, moi c'était juste une remarque comme une question qui me pose problème, pour rebondir sur la remarque précédente, sur la filiation entre Chomsky et les langages formels. Moi j'ai vraiment un problème avec les textes de Chomsky et comme en général les textes linguistiques en langue anglaise, c'est que l'ambiguïté entre langage formel et langue, on ne sait jamais où on est. Donc, et c'est un vrai problème, parce que du coup on a inventé langue naturelle, et qui du coup bascule dans la naturalisation du langage. Donc moi je deviens assez folle avec la langue anglaise, qui a un énorme lexical gap, qui est de ne pas faire la différence lexicale entre langue et langage. Et donc, ce qui serait peut-être intéressant de faire, mais que j'ai jamais fait, et je n'ai pas fait, c'est de repérer les occurrences de language et de voir à quoi ça réfère. Parce que j'ai vraiment l'impression d'être enmasculée dans les textes anglais. En l'occurrence, là, que ce soit oui. Chomsky, c'est la même chose. Oui, c'est un langage formel ou une langue absolument, mais sans naturelle, si je puis dire. Sans positionnement historique. De toute façon, elle dit que ça fonctionne de la même façon. Oui, mais après, quand il bascule sur le locuteur, il se colle sur les langues. C'est un des problèmes. Et c'est incontournable. On est empirique, effectivement, on n'est plus dans le langage formel. On est bien d'accord. Juste dire que la notion d'une grammaire qui est capable de produire toutes les langues, toutes les phrases, pardon, à l'intérieur d'une langue, et qui est supérieure à un corpus terminé aux attestations, elle se trouve déjà chez Prussien. Prussien est écrit dans son nom. Le grammairien a cette compétence de pouvoir produire une grammaire qui, à son tour, peut produire des phrases, même si on les entendra jamais. C'est écrit noir sur blanc dans le texte de Prussien. L'ars grammatica. Le grammairien, c'est le grammairien qui produit les phrases. Non, je pense qu'il parle de la grammaire à ce moment-là. Oui, j'ai pas la citation exacte en tête, mais il parle de la grammaire. La grammaire est capable de générer, et c'est pour ça qu'il peut se permettre de dire telle et telle chose. C'est un de ses arguments principaux, c'est comme ça que le Prussien fait cette argument. Alors, génération, mais d'accord. Simplement, la question, c'est d'avoir des phrases possibles et non possibles qui sont générées comme ça. Je crois que c'est quand même effectivement un système axiomatique de la haute. La première fois quand disons que ça apparaît, apparemment, je pense que c'est un ensemble de mots possibles, de partitions de possibles et non possibles. Donc grammatical, la grammaticale, c'est bien. On arrive là, c'est formel. Mais oui, c'est ça, il faudrait regarder s'il y a cette possibilité de phrases non possibles. Mais ça existe chez les grammairiens. Quoi, des phrases non possibles? Alors d'accord. De la grammaire, il y en a plein, des anti-exemples. Avec une méthode d'analyse absolument courante. Des anti-exemples qui sont générés par la grammaire elle-même. Non, qui ne sont pas, qui ne sont pas conformes aux règles. Parce que là, la grammaire a l'air de partitionner. Ce que fait le système formel, là, c'est de partitionner en deux ensembles. C'est ça. Et en sanskrit aussi. D'accord. Bon, ça. D'accord. Mais